Hein. Bonjour à tous et à tous. Merci de votre présence et de votre fidélité. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau webinaire qui a pour thème entre morale et éthique, entre morale et identité victimaire. Qu'en est-il de l'éthique? Euh, je, je me présente. Je m'appelle Antoine Ravilly, je suis psychologue, psychothérapeute. Je suis formateur en thérapie du lien et des mondes relationnels et également en thérapie narrative. Et je vais vous accompagner, et ainsi que nos compères Eric et Julien, tout au long de ce webinaire. Pour rappel, vous aurez accès à ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'Institut Mimétis, ainsi que sur le site internet de l'Institut, site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos formations, ainsi que toutes les informations concernant notre prochain congrès, 6e congrès qui aura lieu au Sable d'Olonne du 19 au 21 mars 2026 et qui aura pour terme de la transe psychotraumatique à la transe thérapeutique, la puissance du lien. Bien. Maintenant, afin de pouvoir... Je vais vous présenter, excusez-moi, je vais vous présenter maintenant nos deux compères, Eric et Julien. Julien Bedbez d'abord, Julien qui est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, rédacteur en chef de la revue Hypnose et Thérapie Brève, formateur en hypnose, en thérapie brève et ce qui l'anime le plus, la thérapie narrative. Merci d'être présent, Julien. Merci, bonsoir. Bonsoir. Eric, bienvenue Eric, psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, directeur de l'Institut Mimétis, formateur en thérapie du lien et des mondes relationnels, ainsi que le concepteur de ce modèle. Merci d'être présent Eric. Je suis personnellement ravi d'accompagner cette conversation et je serai donc présent dans l'intention de clarifier, expliciter, poser des questions afin que nos deux compères ne se perdent pas dans les méandres de leur bibliographie interne et que nous puissions suivre le fil de leur pensée richement nourrie. Bien. Donc, comme je le rappelle, le thème de cette soirée, entre morale et identité victimaire, qu'en est-il de l'éthique? Bon webinaire, et puis je vais commencer par demander à Eric, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aborder ce thème et en quoi ce thème est aujourd'hui un thème d'actualité? Merci Antoine. Est-ce que je peux juste compléter tes propos en disant que donc nous allons partager la discussion avec Julien pendant une heure. Vous pouvez poser vos questions qui nous seront relayées et pendant la dernière demi-heure, nous partagerons et nous échangerons en parfait avec eux. Oui, en effet. Donc, ce qui m'a amené à poser cette question entre morale et identité victimaire, quelle place pour l'éthique, se pose à la fois dans ma position de thérapeute et dans ma position de formateur, et également dans la construction, à partir de toute mon expérience autour de monde traumatique, des psychotraumatismes, dans le développement de la thérapie du lien et des mondes relationnels. Et dans cette question, c'est évidemment, c'est en lien avec ce qui se déroule dans l'espace public et comment l'espace public vient interférer dans la télévision de thérapie, dans le travail, avec le psychotraumatique, comment ça vient dérouler et quelle position, quelle posture entre, d'un côté, ce qui est du registre de ce que vit la personne, les études itinéraires, et de l'autre, toutes les représentations qui construisent l'identité victime. Et
je suis intéressé dans dans cet échange à partager avec vous, grâce à la présence d'Antoine et de Julien, cette réflexion qui me semble fondamentale dès lors qu'on travaille avec des gens qui ont des victoires de vie, qui viennent inévitablement toucher nos propres études et nos propres perceptions du rapport à la morale et du rapport à l'éthique. Est-ce que je peux te passer? Oui, oui. J'avais envie de reprendre un petit peu ce que tu as dit, parce qu'on a eu pas mal de discussions ensemble pour faire émerger ce thème qui nous intéresse évidemment tous les deux et pas que nous. Ça concerne tout le monde. Il y a cette idée que dans la culture dans laquelle nous sommes, souvent il y a deux thèmes dominants. Il y a à la fois un thème dominant qui est dire que le monde dans lequel nous vivons est un monde nihiliste, que rien ne vaut rien, que ça ne va pas. Et ce nihilisme s'appuie sur, évidemment, de nombreuses expériences de guerre, de destruction, de perte, comme on dit, des référents. Et en même temps, c'est un monde qui n'arrête pas de dire on devrait avoir une position éthique et qui, de plus en plus, dit l'éthique est au centre. Alors, d'un paradoxe, c'est un paradoxe parce qu'en même temps, on nous dit tout le temps l'éthique est au centre et en même temps, on nous dit l'éthique est impossible parce que nous sommes dans un monde nihiliste. Et lorsqu'on est confronté à ce paradoxe en tant que thérapeute, où justement la question de l'éthique est fondamentale, puisque cette dimension du nihilisme et donc derrière ça, de la dimension du trauma est envahissante chez les gens qui ont souffert d'expériences complètement déstructurantes. Comment pouvoir faire percevoir à l'autre que l'éthique est quelque chose qui a vraiment du sens? Or, a priori, l'éthique est quelque chose qui paraît impossible. Moderne. Et évidemment, on peut être extrêmement surpris de ce paradoxe. La question qui va se poser, pour moi, qui s'est longtemps posée, c'est la construction de la relation thérapeutique va amener quelque chose du côté de l'intime, et ce côté de l'intime, comment l'éthique peut-il exister? Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, souvent l'intime est associé à la notion de pouvoir sur l'autre. Voilà. Et la personne qui vient nous voir a cette vision-là aussi. Oui. Et Julien, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais définir un peu l'éthique? Parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qui est partout dans les entreprises et ailleurs. Mais finalement, de quoi Alors, alors moi, j'avais envie de dire qu'il y a un double mouvement au niveau de l'éthique. Il y a un premier mouvement qui est l'idée de différencier l'éthique de la morale habituelle ou commune. Donc la morale commune, c'est ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, etc. Et certains disent, comme François Roustan, qui a été un des grands penseurs de l'hypnose, en disant, pour un thérapeute, la seule chose importante, c'est de respecter la morale commune, qui est cette morale-là. Parler d'éthique par rapport à de l'hypnose, etc., ça lui paraissait quelque chose d'un petit peu factice. Hein. Disait, la morale de base, c'est suffisant. Est-ce qu'on peut dire que la morale, elle édicte des règles, des lois, elle est sur le devoir? Non, la morale, théoriquement, pour moi, ça porte sur les grands interdits qui ont ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, etc., qui sont des conditions de la possibilité d'avoir une relation humaine et du vivre ensemble en société. Alors, par rapport à ça, il y a un double mouvement. Il y a un mouvement d'écart par rapport à ça, qui a été un mouvement du côté de l'éthique qui disait « mais dans cette morale-là, la morale est trop contraignante, puisqu'elle devient de plus en plus prescriptive de comportement. Donc, on va réintroduire cette dimension de l'autonomie du sujet par rapport à l'éthique. Donc, c'est remettre le centre de la réflexion sur le sujet et non pas sur le social. C'était le premier mouvement de l'éthique, on peut dire. Et puis, un deuxième mouvement de l'éthique, qui est paradoxal, mais qui n'a pas grand-chose à voir. Oui, c'est réintroduire le sujet. C'est-à-dire, c'est réintroduire le sujet par rapport au social. Et le deuxième mouvement, c'est au contraire au niveau du social, de développer un peu partout des comportements qui doivent être éthiques. Les comportements sont souvent des comportements en termes d'organisation opératoire. Et au niveau médical, par exemple, c'est quoi l'éthique médicale? C'est quoi l'éthique du soin? Mais c'est quoi, dans n'importe quelle entreprise, il y a des valeurs dans une entreprise et l'éthique de l'entreprise. Donc souvent, il y a des mots qui sont
extrêmement alléchants, qui peuvent paraître très beaux, mais qui sont souvent simplement des représentations, marketing et non pas de la réalité vécue, hein. C'est d'où évidemment, heu heu, les décalages qu'il peut y avoir entre ce que croient certaines personnes dans telle ou telle entreprise ou dans telle ou telle société, puis ce qu'ils vivent, parce qu'ils se vivent totalement en décalage avec ce qu'ils croient pouvoir vivre par leur action. On dit, Julien, je pourrais dire que par exemple, toutes ces comités éthiques ou de chartes où on détermine des chartes, tu expliques le décalage entre les mots utilisés sur la charte et ce que les gens vivent dans l'entreprise. Ouais, on pourrait dire des fois, on met en place des comités d'éthique quand l'éthique n'est pas en place. C'est justement quand l'éthique est devenue, floue, et 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 quelque part n'a pas de sens, qu'on commence à mettre en place des comités d'éthique. On met d'autant plus en place des comités d'éthique que la subjectivité n'est plus vécue dans quelque chose qui est du côté de l'être, ensemble avec l'autre, de la relation humaine. C'est un peu mon sentiment, mais ça fait partie de l'expérience que nous vivons tous, Merci, il me Julien. semble. Est-ce que je pourrais dire que la morale est plus, généralisante et du côté de dire le bien et le mal, Oui, là où, l'éthique est censée, être plus dans ce contexte, est-ce que ma position, et et les effets de mes actions, heu, vont avoir des effets, justes ou, des effets, oui, je trouve j'ai envie de dire, c'est très juste ce que tu dis. oui, Je pense qu'on peut différencier cette dimension générale, le bien et le mal, mais ensuite, dès qu'on va rentrer dans quelque chose de plus contextuel, dans les effets de l'action concrète du sujet, on va commencer à parler d'éthique. c'est ça. Donc en fait, on est à 2 niveaux logiques différents. Oui, tout à fait, ouais. Oui. Et l'éthique et la morale, c'est quelque chose qui est présent depuis, des siècles et des siècles. C'est quelque chose dont on évoque toute la philosophie, notamment, est empreinte de la morale et de la question de qu'est-ce que la morale? Aujourd'hui, heu, qu'est-ce que, au siècle où nous sommes, qu'est-ce qu'est devenu, la morale et qu'est-ce qui est devenu l'éthique, justement? Quelle est la spécificité de la morale d'aujourd'hui et de l'éthique d'aujourd'hui? Vas-y, puis après vas-y. Eh bien, c'est une bonne question et c'est la question qui probablement fait que le thème, heu, Oui. de ce webinaire est présent aujourd'hui, car, je dirais que ma première réponse, c'est: «Bah, oui, c'est une bonne question, qu'est-ce qu'elle devient?» et et quand je dis: «Qu'est-ce qu'elle devient?» c'est, heu, dans le contexte, qui est, celui de ma pratique de thérapeute avec, la souffrance, mais aussi, la violence, la maltraitance, l'abus, l'emprise, enfin, c'est-à-dire avec tout ce qui est qui construit les mondes traumatiques. Ma question est, heu, je vais le dire autrement, ce travail-là et mes préoccupations, elles ont déjà commencé bien avant que tout ce qui est autour du trauma, de la victimologie, maintenant de la criminologie, viennent envahir l'espace social. Or aujourd'hui, ça vient envahir l'espace social et que ça pose la question effectivement, dans cet envahissement de l'espace social, on voit bien de quelle est la position entre le discours dans l'espace social et la thérapie, le soin. Et cette question, elle me semble d'autant plus posée que la construction de la représentation de ce qu'est la position de victime, heu, devient saturée par la représentation sociale de la position de victime. Et que dans l'espace social, cette position va venir activer des représentations en lien avec la morale et des représentations en lien avec l'éthique. Est-ce que Eric, on doit entendre que la position de victime n'est pas une position de victime en soi, mais une position de victime conforme aux normes de l'époque dans laquelle nous vivons? Eh ben, c'est la question posée. Et c'est une question posée qui est extrêmement importante
dans notre position de thérapeute et dans la position et dans la thérapie. Car pour moi, processus thérapeutique a pour fonction de justement activer un processus de dévictimisation. De telle sorte que la personne puisse reprendre le mouvement de sa vie. Et donc que l'histoire de victime s'intègre dans son histoire de vie. Avant de passer la parole à Julien, est-ce que tu peux en dire plus sur quelles sont les conséquences, quelles sont les caractéristiques de cette position de victime, qu'est-ce que ça provoque, cette position de victime? Voilà, alors si on rentre, pour moi, c'est clair, dans ma pratique, il y a une confusion majeure avec laquelle on a affaire et qui n'est pas simple. Le vécu de victime repose sur l'expérience que je vis dans une situation que je n'ai pas choisie et où, c'est quand même important, la plupart des constructions de monde traumatique sont des constructions humaines. Donc c'est du niveau du vécu. Et le niveau du vécu, il est indiscutable. C'est la raison pour laquelle je ne peux recevoir le vécu qu'en position d'accueil et de témoignage. Et d'être touché. Il en est d'un autre ordre de la construction et de représentation que je vais faire de cette position de victime et de ce que j'ai appelé la construction de l'identité victimaire, qui va avoir comme fonction de tenter d'exister, mais à l'intérieur du monde traumatique. Et c'est bien là où est la problème. Et donc à ce moment-là, ça va devenir non seulement une quête pour exister dans le monde traumatique, mais en même temps, d'aller chercher un besoin de reconnaissance. Mais un besoin de reconnaissance qui va être inaudible, puisque je vais être sur des représentations. Or, quand l'espace social va être saturé par une vision moralisatrice du bien qui laisserait entendre que le monde des humains ne pourrait être que bien à l'exclusion du mal. Et que le mal, on pourrait l'extirper du monde des humains. Alors que depuis les fondements de l'humanité, le mal et le bien sont inclus. Comme disait Edgar Morin, Homo sapiens, c'est aussi Homo demos. Donc notre situation, notre position et notre existence d'être humain, elle est inévitablement comment dirais-je moi, d'être questionné et de prendre quelle position éthique dans la relation entre le bien et le mal, mais pas dans la représentation externe. Dans quelle position dans mon existence, c'est quelle position j'habite dans la relation entre le bien et le mal. Si je prends une image, c'est simple, c'est la question du côté obscur de la force dans Star Wars. Hein, c'est comment j'internalise le côté obscur de ma force. C'est ça qui va faire le principe d'unité. D'accord ? Et toute construction de représentation risque d'enfermer la personne dans un discours social qui fait que la position à une identité victimaire va m'enfermer dans, sous prétexte que j'ai été victime, je suis forcément dans le camp du bien. Et si je suis forcément dans le camp du bien, j'impose à tout le monde de reconnaître que je suis dans le camp du bien et que tous les autres sont des vilains méchants qui sont dans le camp du mal. Et ça donne, me semble-t-il, pour les gens qui connaissent, je vais reprendre le triangle de Karpman. Position de victime, position de sauveur, position de bourreau. Mais ce qui est important dans la position de l'identité victimaire, c'est qu'il s'inverse, ce triangle. C'est-à-dire que je vais devenir le sauveur inconditionnel dans une vision quasiment messianique. Il faut que je sauve tout le monde, l'humanité du mal, et qui va donner au niveau de la morale la position de l'inquisiteur, qui dit le bien et le mal. Et donc, je vais nommer le camp des méchants, je vais nommer le camp des gentils, en sachant, c'est-à-dire des victimes, en sachant que cette position est exponentielle. L'histoire de l'humanité l'a montré. La position d'inquisiteur, elle peut absorber tout le monde. Donc, on commence évidemment dans la maltraitance, ceux qui sont nommés en premier, mais après, ça se décline et ça va être tout le monde qui va y passer. Et la position sur l'éthique qui va être la position de justicier, en disant je vais exécuter au nom du bien. Le problème,
c'est que ces positions sont des positions qui vont justifier la violence et la vengeance au nom de la morale et au nom de l'éthique. Et dans notre histoire, nous savons les désastres que ça a pu mener. Et la question que je me pose et qui crée de l'inquiétude, c'est d'observer dans l'espace public une généralisation de ces positions. Ah oui, oui, je peux rebondir dessus. Reste, et ça évoque un certain nombre de choses pour moi. Dans ce que tu viens de dire juste à la fin, ça me fait penser à Merleau-Ponty, à son fameux livre Humanisme et terreur, où justement, c'est au nom du bien, est-ce qu'on a le droit d'exterminer, hein? C'était sa réflexion sur le stalinisme. Oui. Et il disait finalement, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est la position de Sartre sur le terrorisme. On est bien d'accord. Et là, on peut être quand même extrêmement surpris. Mais on voit bien que derrière ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas net au niveau, en termes de compréhension de ce que c'est que le vécu en termes de victime et des représentations de ce que c'est qu'une victime et d'un monde dans lequel il n'y aurait plus aucune victime. Mmh. Et je me dis, aujourd'hui, un des avatars de ce phénomène-là, aujourd'hui, c'est la confusion, par exemple, entre la dimension du soin pour les victimes et la dimension, de la justice. Comme quoi, aujourd'hui, des fois, je vois des personnes en thérapie et on leur dit: «Mais si vous voulez guérir, il faut porter plainte». Or, que porter plainte est une décision du sujet, non pas pour, avoir guérir, mais pour avoir une reconnaissance sociale simplement de il y a quelque chose d'injuste. Mais le travail sur se libérer du pouvoir du monde traumatique, pour le sujet, va être tout à fait différent de la justice. La justice en elle-même ne permet pas à quelqu'un de se libérer du pouvoir, du trauma. Au contraire, ça peut amener des adaptations à l'intérieur du monde traumatique. Être obligé toute sa vie d'être reconnu comme victime. C'est un des pièges. Oui. Il me semble. Oui, et qui en fait Auquel on est confronté ensuite lorsqu'on travaille avec des personnes qui ont évidemment ces vécus traumatiques. Et la réponse sociale, quelque part dans la réponse sociale, il y a cette dimension de confusion entre les 2 positions dont tu as très bien parlé, tout à l'heure. Oui. Hein, entre le vécu en tant que victime, j'ai vraiment été victime, c'est-à-dire que je suis rien pour l'autre, hein, j'ai fait cette expérience d'être rien pour l'autre et la représentation sociale qui dit: «Ça, ça ne devrait pas exister, tout le monde devrait toujours être quelqu'un pour l'autre» et ça, c'est quelque chose qui existe dans l'éthique individuelle, mais on ne peut pas demander à une société de garantir à 100 que tout le monde, peut être, sûr de vivre dans une logique où il a sa place et il y aura jamais de trauma. Sinon, il n'y aurait pas besoin de justice. On est bien d'accord. Et lorsque je vous écoute, tu vois bien? Lorsque je vous écoute, Eric et Julien, je me demande, est-ce que vous êtes en train de dire que notre société est construite sur une vision traumatique du monde et qui amène le sujet à prendre une posture qui est de fait traumatique? Alors, ta question évidemment est très pertinente parce qu'évidemment cette confusion dont vient de montrer les enjeux aujourd'hui, l'origine de ça, de cette confusion entre ces 2 niveaux-là, évidemment, c'est les mondes traumatiques. C'est cette confusion entre les 2, c'est qu'il y a une influence des mondes traumatiques par rapport à ça et on a eu pas mal de discussions, entre nous sur ce sujet-là, mais on peut dire que le XXe siècle quand même a été caractérisé par un effondrement de l'humanisme, hein, qui était qui était tenté d'être construit depuis plusieurs siècles et cet effondrement de l'humanisme dans les 2 guerres mondiales et avant dans le colonialisme et cetera. C'est-à-dire qu'on a cette vision de la force quelque part qui théoriquement est en rapport avec le sens et qui s'est effondrée et après une période qu'on appelait les 30 glorieuses, on pourrait dire qu'ils sont comme une période un peu hippomane où on à passer dans Faire la l'action, paix, à faire l'action. à faire l'action en disant: «Oh mais on va construire un monde parfait» et bien ensuite il y a eu cet effondrement qu'on peut constater tous, c'est-à-dire que finalement ce monde parfait n'existe pas et maintenant des fois on a l'impression qu'il y a une deuxième tentative de recréer le monde parfait par la suppression de tout trauma. C'est-à-dire ce monde parfait pour moi qui est un monde, utopique au mauvais sens du terme, parce qu'il y a l'utopie au bon sens du terme qui serait le rêve, c'est-à-dire d'avoir un monde meilleur, une inspiration, avoir un monde meilleur qui évidemment
qui est fondamentale chez chaque être humain et dans la communauté humaine. Mais en même temps, c'est cette volonté de construire et de contrôler la création de ce monde parfait, qui est ce monde utopique, qui est un effet inversé du monde traumatique, hein. C'est-à-dire que dans le monde traumatique, la personne évidemment est en incapacité de vivre et d'expérimenter ses propres affects et ses propres est obligé de se dissocier de tout son vécu affectif. Là-bas, on a l'impression que c'est un monde zen où il n'y a plus aucune, il y a aucune tristesse, il y a aucune colère, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Mais en même temps, on voit bien que ce monde-là, c'est un monde machinique, c'est le monde du transhumanisme. Donc il y a un lien, quelque part pour moi, entre une certaine identité, je dirais, une certaine vision de l'identité victimaire et le transhumanisme. Alors qu'on pense que c'est des choses qui sont très différentes, mais tout ça, c'est lié puisque c'est justement cette dimension de la relation humaine, avec toutes les possibles de la relation humaine, qui n'est plus pensée, hein. C'est-à-dire qu'on est simplement réduit à on devrait avoir des bons comportements. Mmh. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'une posture identitaire, victimaire, c'est une manière d'exister dans un monde traumatique où être en lien, n'est pas possible, où de toute façon on ne perçoit plus les intentions positives de l'autre et on se vit comme étant seul au monde avec cette conviction que de toute façon personne ne peut nous entendre, personne ne peut nous rejoindre, personne, Je pense, oui. Ça me paraît très, très juste ce que tu dis, hein. C'est dans ce monde où tu es persuadé que c'est pas possible, que l'autre t'écoute et t'entende. C'est toute la difficulté en termes thérapie, au niveau de la thérapie, de travailler avec une personne qui est sous l'influence de ces mondes traumatiques et donc qui est en rapport avec ses croyances que personne ne peut l'écouter et comment on peut, arriver à construire quelque chose au terme de relationnel où la personne puisse faire l'expérience de l'écoute alors qu'elle croit que c'est impossible. Hein, c'est évidemment quelque chose de très important ce que tu dis. Oui, ça va m'amener à rebondir par rapport à ton intervention de tout à l'heure, à ce que tu as dit. Et là, ça m'évoquait l'utopie telle que l'a développée Václavic, et l'utopie dans le monde traumatique. C'est d'un côté ou, ou l'utopie d'un monde parfait qui ne peut pas exister. Et l'utopie d'un monde parfait, elle va mener à la violence. Pourquoi? Parce que je vais lutter pour que le monde soit parfait. D'accord? Et donc, ça va activer le processus de diabolisation. Parce que la diabolisation en retour va me justifier ma position de combat. Mais évidemment, c'est une utopie parce que c'est sans fin. Et de l'autre côté, il y a le désespoir que le monde puisse être parfait. Et là, ça va amener à l'activation du vécu abandonnique, de l'effondrement et au désespoir qui peut mener à la dépression. Mais dans les deux cas, c'est que le monde parfait ne peut pas exister. Le monde humain est un monde imparfait de facto. Et comme dit le proverbe, hein, si tu fais sortir le diable par la porte, il revient par la fenêtre. C'est-à-dire que tout processus de diabolisation ne fait que nourrir le monde traumatique. Julien, Eric, quand tu dis ça, est-ce qu'on doit entendre que sortir de cette dualité monde parfait ou monde de la violence, du meurtre et sans lien, ce serait d'accepter que la violence fait partie de l'humanité? Alors, c'est pas d'accepter, d'être d'accord, et c'est là où il y a encore une confusion de langage majeure. C'est pas accepter, ça veut dire être d'accord. Et là encore, il y a je répète, il y a une confusion majeure dans le discours social. Accepter le fait que l'humanité contient des variations et qu'on a tous en nous comment dirais-je moi, il y a une part, comment dirais-je moi, de dans un contexte donné, il y a une part d'ombre et une part de lumière, une part de bienveillance et une part de malveillance. Et, et que c'est la position, au fur et à mesure, c'est la position qui va permettre, comment dirais-je moi, en lien
avec la relation humaine, parce que c'est dans la relation humaine, c'est-à-dire dans la culture du regard de l'autre, de se construire dans le regard de l'autre, et de l'être ensemble que va, à ce moment-là, s'installer le dialogue qui médiatise la violence. D'accord? Hein? C'est-à-dire que quand je perçois que l'autre, comme être humain, peut, je veux dire, va souffrir de mes actes, et que cette souffrance, je peux être connecté à cette souffrance, et donc faire l'expérience de cette souffrance, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je veux dire, non, je me rappelle l'exemple d'une patiente, ça m'avait impressionné, que je vais décrire là. Donc, elle vient pour un problème de fibromyalgie où je veux dire, plusieurs centres de soins sur la douleur avaient été intervenus. Elle n'y arrivait pas, donc il me l'avait adressé. Et alors, je tiens à dire que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc, on travaille sur son rapport à la douleur. Et au bout de 3 séances, elle revient transformée, je ne la reconnais pas. Elle s'assoit, elle me dit: «Ça y est, j'ai compris. Maintenant, la douleur est une intensité, on va dire, de 3 ou 4 dans l'espace que je peux contrôler. Et il est hors de question qu'on m'enlève cette douleur. Parce qu'avec toute l'histoire de vie que j'ai, c'était maltraitance, abus, drogue, violence, viol, enfin, c'est l'horreur, quoi, une histoire. Elle a dit: "J'ai besoin de cette douleur pour me rappeler que je peux être maltraitante, moi aussi, pour l'autre. Et que cette douleur me rappelle de prendre soin et de moi et de l'autre." Et à partir du moment où, je veux dire, c'était très touchant, mais elle a habité le côté, accepté que la violence peut être aussi dans le monde de maltraitance et dans le monde traumatique dans lequel elle était, de son côté, et qu'elle aussi, elle pouvait faire souffrir. Et que sincèrement, ça a vraiment été touchant, cet exemple-là, d'accord? Et elle m'a dit: «J'ai plus besoin de thérapie. Ça y est, c'est OK pour moi». Et vous voyez que pour moi, c'est là où elle a habité, par rapport à la vie, une position éthique. Ah, c'est ce que j'ai envie de te dire, oui. Oui. Et connectée à: «Oui, cette douleur me rappelle toute la douleur qu'on m'a infligée, mais aussi toutes ces douleurs que j'ai pu infliger aux autres». C'est vraiment c'est touchant ce que tu racontes, hein, c'est que cette femme ait pu faire ce trajet-là, Ah ça m'a c'est inimaginable, hein, oui. hein, de reprendre ce monde de la douleur chronique. À une époque de ma vie, j'ai travaillé en milieu pénitentiaire, donc pas mal avec des personnalités dites, psychopathes, troubles du comportement, et cetera. Et justement, la question centrale, c'était que, un certain nombre de ces hommes, c'était plutôt des hommes, ne percevaient pas qu'ils pouvaient faire souffrir l'autre. C'est ça. Et on disait: «Mais, la base de l'éthique, c'est de se rendre compte, non pas qu'on fait le bien, mais que si on fait quelque chose, mon action peut amener de la souffrance chez l'autre et être attentif à la souffrance qu'on peut amener chez l'autre». C'est ça. Et effectivement, le jour où effectivement il se rend compte de ça, c'est comme un abuseur, hein, si on travaille avec des abuseurs, le fait qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ont amené de la souffrance chez l'autre est quelque chose de central. Et c'est pas évidemment si facile que ça, parce que pour pouvoir arriver à cette position éthique, quelque part, bah, il faut être sorti de l'influence du monde traumatique sur soi. Tout à fait, et ça va même Donc, plus loin. hein, C'est qu'à ce moment-là, percevoir, c'est se réhumaniser. ouais, tout à fait. Ah oui, oui, c'est Et là, on est au niveau du vécu et de l'expérientiel. ouais. À ce moment-là, on peut être touché et être touché. Et la position du thérapeute, de la thérapeute, va être de justement permettre de cette expérience partagée, là où justement elle est inaudible. Et ce qui est important, c'est tant que je suis dans la représentation, je vais essayer, à travers la représentation, d'exister dans l'espace social, là où je ne peux pas rencontrer l'autre dans l'intime.
Et donc, je vais être dans un entre-soi de représentation, en disant, je partage le même vécu, mais sauf que cet entre-soi de représentation n'amènera jamais à l'expérience humaine d'être ensemble. Ah, ça me paraît un truc central, ce que tu dis. Et pour moi, c'est ça qui est central. Ouais. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais instrumentaliser la morale et revendiquer au nom de l'éthique une position qui va être d'autant plus nécessaire que ceux qui partagent avec moi et qui nourrissent, ça va être une position clanique, qui peut même à l'extrême devenir quasi sectaire. C'est-à-dire, si je suis dedans, je suis dedans, mais ça veut dire qu'à l'extérieur, tous les autres qui sont à l'extérieur et qui ne pensent pas pour moi sont les mauvais. Et pire, c'est qu'ils participent, ça laisse entendre qu'ils participent à continuer à entretenir le monde traumatique, alors que c'est la position qui participe à entretenir le monde traumatique, la position victimaire. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel, parce qu'il va falloir aller travailler sur la déconstruction pour pouvoir intégrer, à travers le vécu, d'inscrire l'histoire traumatique dans l'histoire de vie, et qu'il devienne une histoire de vie post-traumatique. D'accord? Tu vois, quand Cyrulnik parle de résilience, pour moi, aujourd'hui, il faut entendre résilience comme résilience post-traumatique, comme la construction d'une nouvelle histoire, mais pas une nouvelle histoire en dehors de l'histoire traumatique, une nouvelle histoire qui inclut l'expérience de vie en lien avec le vécu traumatique. Éric, quand j'entends ce que tu es en train de dire, on a brossé le portrait en disant que finalement, nous prenons appui, on vit dans une société post-traumatique qui prend appui sur des croyances et de plus en plus sur les croyances et non sur l'expérience. En tant que thérapeute, être humain faisant partie de cette société, est-ce qu'on est d'accord pour dire que lui aussi est pris au piège de cette vision post-traumatique et peut être plus en lien avec ses croyances qu'avec l'expérience? Est-ce qu'on peut le dire et est-ce que ça a une incidence dans la posture de thérapeute avec un patient? En fait, tu me diras, Julien, Oui, je vais rebondir après. Oui. Vas-y. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la confusion entre des croyances qui vont construire des positions identitaires, qui vont être comme des béquilles pour essayer de faire entendre sa détresse, mais que comme c'est sur une position de représentation, jamais la détresse va être partagée, le vécu de détresse. C'est ça. Et que ces croyances qui fonctionnent comme des béquilles créent l'illusion et l'utopie qu'un monde parfait est possible. Ok. Or, ce qui va, pour moi, l'essentiel, me semble-t-il, c'est que si on se reconnecte à une vision, alors je ne sais pas si c'est du registre de la morale ou de l'éthique, ou peut-être que l'éthique est la transformation à ce moment-là d'une morale incarnée et habitée et agie. Mais c'est de comprendre qu'à partir du moment où je suis dans les valeurs de vie, que je reconnais l'autre, pas reconnaître intellectuellement, que je recueille l'autre comme être capable d'affect. Et donc, si je suis reconnais l'autre comme capable d'affect, c'est-à-dire que je reconnais comme la relation à l'autre comme enrichissant mon expérience de vie, à ce moment-là, il me semble que c'est à travers cette expérience que ce qu'il y a de vivant chez la personne va pouvoir se déployer de telle sorte que ce déploiement va dissoudre, ça ne va pas supprimer, ça va dissoudre l'emprise du monde traumatique sur son existence. Okay. Ah, mais ça, oui. Et c'est comme ça que le processus
de vie va se remettre en route et que la personne va pouvoir déployer non plus les effets du monde traumatique sur sa vie, les revendications autour du monde traumatique qui font obstacle à justement reprendre un lien humain authentique. Et si je passe maintenant au niveau du discours social, ça veut dire que la question posée est la suivante. Est-ce que le modèle du négatif généralisé permet l'apprentissage de la résilience, et de la résilience post-traumatique, c'est-à-dire du vivre et de l'être ensemble, ou est-ce que c'est les expériences de vie et les expériences de lien comme modèle qui vont pouvoir remettre en place les fondations d'un vivre ensemble? Et c'est ça qui est au centre de la compréhension de la notion de résilience. Et la difficulté justement du concept de résilience, c'est pour le concevoir, c'est d'avoir perçu la différence entre le vécu victimaire dans ce qu'il a d'authentique et de sincère, et ce désir profond du sujet de retrouver le lien humain malgré la terreur que le lien humain peut lui faire vivre, puisqu'il a vécu des angoisses de destruction et de mort, et la reconnaissance comme victime dans la société. J'avais envie de reprendre le point d'avant pour faire le lien avec ça, parce que j'avais des idées en tête par rapport justement à la question de la thérapie. Je me dis qu'il y a des effets du monde traumatique. L'effet du monde traumatique, il va détruire toute perception intentionnelle au sens d'intention relationnelle vis-à-vis de l'autre. Et donc, je ne peux être en relation avec l'autre, puisqu'il n'y a pas, l'accordage est devenu impossible. La seule possibilité d'être en relation avec l'autre, c'est qu'on est en relation avec l'autre contre des tiers. C'est ça. Hein, c'est bien ça. Et donc là, on voit bien qu'on est dans un système identitaire d'un côté, mais en vrai, je suis tout seul dans ces systèmes-là, puisque je suis en relation avec l'autre que contre un tiers. C'est ça. Il va devenir les mauvais, les boucs émissaires, les personnes à éliminer dont nous avions parlé tout à l'heure dans les systèmes utopiques. Donc on voit bien que ce système identitaire, c'est un système dans lequel la personne est radicalement seule. Et cette logique-là, c'est sortir de cette logique-là pour rentrer dans le lien humain. Hein, c'est ça qui va permettre à la personne de rentrer dans cette expérience et de différencier une relation qui est basée sur un accordage réel en thérapie. Et comment on peut construire cet accordage en thérapie avec le lien ne peut se faire que contre un tiers. Donc c'est un faux lien, c'est une illusion de lien. Mais derrière ça, c'est la personne qui est seule sous l'emprise du monde traumatique. Alors, le deuxième point que tu viens de dire, là, ça m'a paru vraiment extrêmement lumineux, tu vois, dans cette idée de comment, tu vois, on va aider quelqu'un à sortir de l'emprise du monde traumatique, et que le traumatisme, ça fait partie de sa vie, ça reste. Oui. Et ça pourrait se transformer en mauvais souvenir, en expérience douloureuse et pénible. Et ce qu'il faut, c'est pas détruire le traumatisme, c'est détruire l'effet d'emprise du monde traumatique sur les relations que le sujet avec les autres, avec les ça. Exactement. Et ça vraiment, c'est au centre. Oui. Ouais. C'était vraiment très clair, donc tu l'as dit, ça me paraît fondamental. Hein. En faisant le lien entre ce que tu as pu dire, Eric, et ce que Julien, tu viens de dire, est-ce que, et dans l'intention justement de faire sortir le patient de cette vision où il a des difficultés à être en lien avec l'autre, il peut à nouveau percevoir les intentions positives de l'autre, est-ce qu'en tant que thérapeute, on pourrait dire qu'une position éthique du thérapeute, c'est une position où le thérapeute est en capacité de percevoir que l'autre en face est en capacité d'enrichir sa vie, à rencontrer l'autre, enrichit sa vie de thérapeute, et que de développer cette capacité à adopter cette posture, et non une posture où on prend appui sur les croyances qui prennent appui elles-mêmes sur des livres, sur le DSM, sur de la théorie ou autre, est une manière d'avoir une posture, est une manière concrète d'avoir une posture éthique en tant que thérapeute? Est-ce que Moi et l'autre, et moi je pense qu'effectivement, le fait de pouvoir imaginer que chaque fois qu'il y a une rencontre humaine, puisque la thérapie c'est quand même une rencontre humaine, essayons ça, de construire une relation, une rencontre humaine, ah ben, toute rencontre, ce que on parlait tout à l'heure, enrichit ta vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu peux imaginer que la rencontre de l'autre
quel que soit cet autre et quels que soient les effets du monde traumatique sur cette personne-là, vont, par le travail qui va être fait ensemble, enrichir ta vie, eh ben c'est ça, se situer dans ce monde éthique et se libérer du monde traumatique, étant bien d'accord que tout le monde est sous l'influence des mondes traumatiques possibles. Le trauma, c'est pas que la personne qui vient. Le trauma est partout. Au sens où un des effets majeurs, c'est cet effet d'être dans l'incapacité et l'impossibilité de rentrer dans une relation humaine. C'est quelque chose qui va détruire. Et ça concerne évidemment tout être humain. Ça fait partie du tragique, on pourrait dire, de la condition humaine. Si on reprenait ce qui a été dit au départ, là, par rapport à Edgar Morin, c'est qu'il faut toujours accepter qu'il y a une dimension du tragique. Bien Et sûr. souvent, les utopies veulent éliminer cette dimension du tragique en voulant transformer ce tragique en simplement un petit écart qu'on va pouvoir réintroduire de manière technique et adaptative. C'est la difficulté majeure que l'on a. Mais cette dimension-là, pour moi, est centrale. C'est-à-dire que ce qui est détruit dans le trauma, quelque part, c'est la liberté du sujet. C'est le sujet, donc sa liberté. Or, être libre, c'est comme faire l'expérience que l'autre perçoit que ma propre liberté peut enrichir sa vie. C'est ça. Sinon, ma liberté, elle est dans le vide. Exactement. Ouais, c'est ça. Et si je rebondis, je crois que ça amène des conséquences. Le monde traumatique, il confusionne. Ah oui, ça, ouais. Il confusionne entre la morale et l'éthique, entre la morale bien pensante et la morale universelle. Enfin, je veux dire, les valeurs universelles, la question du sens. Il confusionne entre l'action et l'intention. Et donc, à ce moment-là, il confusionne sur le fait de réduire les personnes aux actes. Et il confusionne sur quelque chose aussi qui est essentiel, c'est l'espace intime et l'espace social. C'est comme si à tous ces niveaux, les frontières ne sont plus en place, ce qui fait que s'il n'y a pas les frontières en place, il n'y a plus de dialogue possible. Et donc à ce moment-là, on n'est plus dans un dialogue. Dans un dialogue où c'est la base de l'activation de la relation humaine et justement de l'enrichissement de ma vie par l'autre et de la vie de l'autre par le partage d'expériences. Et donc à partir d'un moment où il n'y a pas de dialogue, on rentre dans des positions d'anathème, c'est-à-dire de jugement. Et dans les positions de jugement, je rejoins ce que dit Julien, on active un triangle infernal qui est maltraitance, l'abandon qui est sur la fréquence de l'exclusion sociale du monde des humains et la menace d'effondrement. Or, le problème, c'est qu'à partir d'un moment où on active ce scénario-là au niveau sociétal, eh bien, ça veut dire qu'on fait, que la société fait le lit de la maltraitance généralisée. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui est absolument dramatique, c'est que dans la maltraitance, il y a au moins un minimum de lien et un minimum de vie, même si elle s'exprime de manière horrible. Alors que dans l'effondrement-exclusion, c'est la mort. Et dans l'effondrement, qui est un effondrement des constructions mentales, qui est un effondrement des représentations, on a l'impression, non pas que ça va permettre de renaître ou de transformer vers une vie, une nouvelle histoire de vie, ça va être le plonger dans le néant. Ce qui fait que plus on rentre dans l'instrumentalisation de la morale, de mon point de vue en tout cas, saturé par la position victimaire, plus on rentre dans le triangle sauveur, inquisiteur, justicier, et plus en fait on fait le lit de la maltraitance, c'est-à-dire plus on nourrit la toute-puissance du monde traumatique, non seulement sur la vie de la personne, mais sur la vie de la communauté, sur la vie de la société. Position, Eric, que le thérapeute peut prendre, dans lequel il peut être piégé et participer à la maltraitance vécue par le patient. Oui, c'est pour ça que toute la question pour le thérapeute, et on peut le partager, Julien, dans les thérapies du sauveur. Voilà, d'accord. Et la position du sauveur à ce moment-là, c'est que c'est
la compulsion à sauver l'autre va nourrir ma propre existence. C'est-à-dire que je ne vais exister que parce que par la souffrance de l'autre. C'est pas entendre, écouter, partager pour que la souffrance se transforme en une relation humaine accordée. C'est se nourrir de la souffrance de l'autre. C'est ça Et c'est ça qui est terrible. N'est-ce pas? Et donc, effectivement, c'est la question de la posture du thérapeute qui va avoir à... C'est pas ce que tu racontes sur les choses qui est essentiel, c'est comment tu vis. Et à partir de ce que tu vis, est-ce que c'est comment le thérapeute ou la thérapeute va pouvoir entrer dans cette posture d'accueil, qui est pour moi la posture éthique centrale et qui est tout le travail. C'est-à-dire que dans les mondes traumatiques, le premier travail, il n'est pas sur la personne qui est dans le monde traumatique, parce qu'elle lui est familier. C'est sur les effets du monde traumatique dans lequel est la personne, en interaction, c'est la relation avec le monde du thérapeute. Et qu'inévitablement, dès qu'on rentre dans tout ce qui est de la maltraitance et la souffrance humaine, on ne peut pas rester indifférent, sauf à être dans une position de toute puissance, qui est une position utopique. Et donc, à ce moment-là, le premier travail va être comment je vais pouvoir m'accorder. Et dans des thérapies telles que la thérapie du lien et du monde relationnel, comme en thérapie narrative, ce qui va permettre la position de pouvoir accueillir sans être débordé, sans être envahi, ou sans rejeter, ou dans l'indifférence, ça va être justement tout ce travail du processus d'externalisation qui va mettre à l'extérieur l'inacceptable du monde traumatique. Et qui va permettre à ce moment-là de pouvoir travailler sur les liens, et non pas sur vouloir, de manière messianique, faire disparaître le monde traumatique chez la personne. Et Eric, si je te rejoins, et après, Oui. c'est sortir de la position de jugement dans lequel le thérapeute peut être pris pour une position de témoin. Oui, jugement, de compassion qui ne va pas être la compassion sur la personne, mais la compassion sur la représentation. C'est tout ça. Et donc, effectivement, c'est de sortir de tout ça. Or, c'est le piège. Ça me paraît vraiment au centre du travail. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'au niveau thérapeutique, la position, on pourrait dire, du thérapeute est une position qui doit être du côté du témoignage. C'est ça. On témoigne avec l'autre Voilà. par rapport à ce monde traumatique, avec l'inacceptable de ce monde traumatique auquel on a donné forme par le processus d'externalisation. C'est ça. Et c'est ça qui permet ensuite de retrouver le lien humain. Oui. Tandis que si on ne fait pas ce travail-là, on est piégé, qu'on le veuille ou non, Oui. au niveau du dispositif. On va être piégé dans l'idée qu'on est avec l'autre parce qu'on a une compassion au niveau des représentations, en disant ça doit être dur, etc., c'est insupportable. Et c'est ça qui va amener du côté, même si on ne le souhaite pas, d'être un sauveur. C'est ça. Et donc, de laisser l'autre finalement dans la solitude radicale du monde traumatique. Et qui, à ce moment-là, ont soin un effet d'enfermement. Ouais. Dans la position de victime. Ouais, c'est très, très... Oui, Eric et Julien, je vous propose que ce soit un moment de pause pour partir sur les questions des auditeurs que j'ai là et que je vais vous lire. Hop. La première question, c'est: l'acharnement thérapeutique est-il un devoir moral ou une faute éthique? Qui veut commencer à répondre à cette question? L'acharnement thérapeutique est-il un devoir moral ou une faute? Je trouve que la réponse, elle est dans le terme acharnement. Dès qu'on voit acharnement, on n'est plus dans le dialogue, on n'est plus dans un échange avec l'autre et on décide à la place de l'autre. Donc je dirais que c'est ni moral ni éthique, l'acharnement. On pourrait dire que c'est une des modalités du monde de la technique ou de la pensée opératoire. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'acharnement, c'est l'acharnement d'une personne sur une autre et que de fait, c'est une prise de pouvoir dès qu'il y a acharnement? Alors en fait, Dire comme ça? alors je ne partagerai pas tout à fait. Je pense que l'acharnement thérapeutique porte, à travers l'acte, toute une représentation. Ce n'est pas, et je crois que c'est vraiment fondamental de comprendre ça. Ce n'est pas que la singularité d'une personne, par exemple, soignante avec une personne patiente. C'est qu'à ce moment-là, la personne soignante, l'acharnement, en arrière-plan et en lien avec
des normes et des représentations de ce que doit être, et qui est très importante. Parce qu'en fait, quand il y a le processus d'acharnement, qu'est-ce qu'il y a en implicite derrière? C'est la négation de la mort. C'est ça qui est derrière, ouais. D'accord? Or, s'il y a une unité là où toutes les espèces vivantes de la planète sont à l'égalité, c'est que la vie, c'est une naissance et une mort. Enfin, c'est une conception et une mort. D'accord? Et donc, la négation de la mort, l'acharnement, c'est de ne pas être confronté à la mort. Mais ce n'est pas être confronté à la mort pour ne pas être confronté à la mort. C'est parce qu'en retour, la mort est vécue comme un scénario d'effondrement. C'est ça. Donc, je vais m'acharner à maintenir l'autre, mais pour être en phase avec mes propres croyances et mes propres représentations. Pour reprendre juste ça, je dirais que dans la question de l'acharnement, on est en lien avec ce qu'on parlait tout à l'heure, les effets du monde traumatique. Oui, dans les effets du monde traumatique, la vie, elle est dans la mort. Oui. Alors que ce qu'on essaie de montrer au niveau thérapeutique, c'est d'arriver à percevoir que la mort est dans la vie, mais la mort, c'est partie de la vie. Et évidemment, lorsqu'on veut nier la mort, la vie n'est que mort. Il ne s'agit pas d'exclure la mort, il s'agit de se réapproprier le fait que la mort fait partie de la vie. Ça. C'est ça qui est fondamental, il me semble. Merci pour ces réponses. Maintenant, la seconde, c'est l'intelligence artificielle dans la médecine pose-t-elle un problème éthique ou moral? Ah, c'est un problème actuel. Ça dépend pour quoi faire. Alors, là encore, je dirais, c'est bien le problème de notre société que de poser les choses sur un mode technologique. L'intelligence artificielle, ça relève de l'action, construite par une technologie qui a été créée par les hommes. Ce n'est pas la question de l'intelligence artificielle, c'est la question de quelle place on lui donne, avec quelle intention on l'utilise, pour quels effets. Et donc, je dirais, cette question-là, elle pose une question à la fois morale au niveau de l'universel et à la fois éthique dans ses déclinaisons. Et qu'en souterrain, où elle est en lien avec la question des mondes traumatiques, c'est que une des bases de la création de l'intelligence artificielle à la fin de la Deuxième Guerre mondiale a été la désespérance dans laquelle on est aujourd'hui de la confiance dans la relation humaine. Et ça, c'est fondamental, parce que tout le discours de construction qui repose sur sur la sursaturation, tant au niveau de la morale que de l'éthique de l'identité victimaire, en sous-bassement, est porté par la défiance dans la relation humaine, qui ne peut être que source de mal et de maltraitance. Et tant qu'on est dans cette construction-là, on ne fait que de continuer à nourrir, à entretenir toute la monstruosité du monde traumatique, ou des mondes traumatiques qui sont construits au niveau, j'allais dire, sociétal et peut-être même communautaire, en lien avec les deux guerres mondiales, qui ont été des monstruosités absolues, et tout ce qui en est découlé au niveau du XXe siècle. On peut dire de cette manière qu'on n'en est pas encore sorti. Et de cette manière, on n'en est pas encore sorti. Et qu'on continue à désespérer de l'être humain, et qu'on met tout notre espoir dans la technologie. Voilà. Et tant qu'on met sur le devant de la scène, de manière généralisée, la monstruosité de l'être humain, en retour, on est dans le processus de diabolisation et on nourrit le monde traumatique. Et on fait le lit de la violence. Est-ce qu'on peut penser, Julien, je te laisse continuer, que penser la technologie sans l'humain, c'est alimenter le monde traumatique, c'est ça, alimenter le monde traumatique. Oui. Une vision traumatique du monde. Parce qu'on ne voit pas le lien avec les effets en termes d'humains et les décisions humaines qui peuvent être derrière, puisqu'on n'a pas confiance dans la décision humaine. Ce qui fait peur, c'est la puissance de la technique aux mains du diable. Tu vois ? Oui. Et ce qui est très important, c'est de comprendre là-dedans que la solution serait la désaffectivation. Si on supprime tout vécu affectif, peut-être qu'on va avoir des machines automatisées. L'ennui, c'est que ce qui se fonde de notre existence d'être humain,
c'est justement la dimension affective et qui triangule entre notre environnement et le monde de nos représentations. Parce qu'on est bien d'accord que s'il n'y a pas un partage affectif, il n'y a pas de sens. Ben oui, le sens vient de là. Et sinon, c'est bien au départ ce que je disais sur le nihilisme, c'est que le sens n'est plus là, mais le sens Voilà. n'est plus là parce que ce partage affectif n'est plus là, Tout à fait. puisqu'il y a une méfiance de base dans la relation humaine. Voilà. Et ce qui est très important, et c'est pour ça, c'est que la construction d'un discours sur l'identité victimaire est une tentative de... Il y a un aspect positif, c'est la tentative de quête de sens, un sens partagé, sauf que c'est un sens de représentation qui n'amène jamais sur le partage affectif. Il faut rappeler quelque chose d'essentiel, qui est le fait que toute action prend fin s'il y a un partage affectif. C'est ça. Exact. Sinon, ça tourne à vide. C'est ça. Et pour moi, l'éthique, Il n'y a pas d'effet. elle ne peut pas faire l'impasse de la relation affective. Est-ce que, Eric, tu es en train de dire que du coup, le thérapeute doit de fait être touché par son patient, sinon on est à vide? À partir du moment où il n'y a pas une expérience partagée de toucher et être touché, la relation amène est aux abonnés absents. Or, cette relation-là est la base à partir de laquelle je vais donner un exemple parce que beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Quand, par exemple, Milton Erickson, à la fin de sa thérapie, dit « Ma voix t'accompagnera et cette voix pourra devenir d'autres voix », il dit « Cette relation que nous avons partagée ensemble, à travers ma voix, tu peux l'emmener comme expérience partagée et à partir de cette expérience partagée, d'autres expériences partagées vont pouvoir émerger dans ta vie. » C'est ça la remise en lien et la base relationnelle affective qui travaille sur les fondations et qui remet en mouvement à partir de ces fondations une histoire de vie alternative. Qui est en fait une histoire de vie alternative émergente à partir de l'histoire traumatique. Ça n'est pas une autre histoire. Est-ce que, et je te laisse la parole Julien, Eric, tu es en train de dire que la thérapie, c'est mettre en place les conditions qui vont permettre au patient de faire une expérience affective partagée qu'il va pouvoir emmener avec lui hors du cabinet et développer de nouvelles relations sur une nouvelle trame relationnelle. Alors, à l'intérieur de laquelle ça lui permet de réaménager son histoire de vie, je dirais, au niveau temporel, construire une colonne vertébrale à travers son histoire qui permet d'aller vers l'autonomie en lien et qui, à ce moment-là, construit un sens qui peut être partagé dans à la fois sa singularité et dans la fois l'appartenance. C'est exactement ça. Tu n'as plus rien à dire. Non, je trouve que c'est exactement ça. Mais j'ai une autre question. Oui. L'identité victimaire peut-elle devenir un levier de pouvoir? Et si oui, l'éthique doit-elle en fixer les limites? Alors, tout à l'heure, on a parlé des conditions de l'identité victimaire, hein, avec toutes ces confusions en lien avec la représentation victimaire et la besoin de reconnaissance. Alors, je dirais que si je pose la question de l'identité victimaire et de l'éthique, on voit bien le paradoxe. C'est qu'en même temps, quelqu'un fait appel en disant à la morale de l'autre, en disant « Vous avez vu, c'est injuste ce que je vis », et en même temps, il y a une instrumentalisation dans l'identité victimaire de la relation à l'autre. C'est-à-dire que si l'autre ne voit pas et ne souffre pas de ma propre souffrance, il est obligé il n'est pas libre de lui-même de rentrer en contact avec moi et de dire il y a de l'insupportable, il y a de l'inacceptable. Il est dans l'obligation de reconnaître cet inacceptable. Et la difficulté, moi, je trouve, dans l'identité victimaire, c'est que si je prends l'exemple de l'abus, dans une situation d'abus, ce qui est transmis à la victime, c'est de la haine. Et tant que je suis dans l'identité victimaire, eh bien, je suis prisonnier de ce monde de la haine. Puisque l'autre, j'ai de la haine pour l'abuseur. Et c'est pour ça que j'ai besoin tout le temps de gens qui viennent me soutenir par rapport à celui-là qui est un monstre. Or, pour moi, cette identité victimaire, c'est un symptôme du trauma. Oui. Il faut penser l'identité victimaire comme un symptôme du trauma. C'est ça qui est pas si facile que ça. Alors que certaines personnes
qui n'ont pas saisi toute cette dimension, on pourrait dire systémique dans le trauma, imaginent que l'identité victimaire est la solution au trauma. Non, c'est un symptôme du trauma. Oui. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que plus je vais en vouloir à cet autre, ce qu'il faut en vouloir, ce qui est inacceptable, c'est le comportement qui a eu lieu. Et réduire l'autre au comportement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une impasse. Parce que si je réduis l'autre à ce comportement, eh bien alors je suis réduit moi-même à être enfermé à l'intérieur de ce monde traumatique. Donc il faut penser l'identité victimaire comme un symptôme. Donc quand on dit est-ce que c'est éthique ou pas, non, c'est justement si le trauma c'est la destruction de l'éthique, eh ben, le symptôme c'est quelque chose qui entretient cette destruction de l'éthique. Et je suis en train d'entendre, Julien, que tu es en train de nous dire qu'il y a la personne, il y a un acte qu'elle aurait commis qui serait traumatisant pour l'autre et qui mettrait l'autre en position de victime d'un événement vécu, de la violence, etc. Mais que cette personne n'est pas uniquement cet acte-là et qu'elle est peut-être autre chose. Et tu es en train de dire qu'il faut pouvoir permettre à la personne de voir toutes les dimensions de la personne. Il faut pouvoir sortir de cette diabolisation de l'autre qui a tout pouvoir sur elle et qui l'enferme dans une position victimaire. Est-ce que c'est ce que tu es en Ce qui train de est dire? sûr, c'est qu'à un moment donné, cet autre-là, ben, elle s'est comportée comme de manière diabolique. Mais tant que je le réduis à être le diable, moi, je suis enfermé dans la position d'identité victimaire et je suis enfermé dans le trauma. Je ne peux pas en sortir. Bien sûr, je mets l'autre en position d'avoir toute puissance sur ma vie. Eh bien, Mais il y a plus complexe que ça. C'est-à-dire que ce qui fait créer les mondes traumatiques, c'est pas simplement l'acte de l'agresseur. C'est que l'acte ou les actes de l'agresseur vont être validés par la communauté de l'intime ou sociétale. Oui. Je suis d'accord. C'est-à-dire, en d'autres termes, que le comportement va être, comment dirais-je moi, représenté comme un comportement normal, normatif. D'accord? Si je donne un exemple, hein, j'avais une patiente qui est venue me voir et qui a une histoire d'inceste à répétition en transgénérationnel où sa grand-mère, sa mère, et quand elle avait, c'était donc l'inceste était avec s'était déroulé avec un de ses oncles et son frère aîné. Et quand elle avait essayé d'en parler à sa mère lui avait dit: «Mais toutes les femmes, c'est la condition des femmes dans la famille, que ça se passe comme ça». Donc c'est le discours normatif qui est monstrueux, mais en même temps, si on réintroduit à partir du moment où la monstruosité, elle est dans le familier. Elle n'est pas dans l'exceptionnel. La plupart du temps, elle est dans le familier. Et le familier, c'est une expérience qui va être partagée, qui va être communautaire. Et quand l'expérience, c'est-à-dire groupale, hein, donc, ce familier, il peut être dans n'importe quelle structure, y compris dans la société. C'est-à-dire le familier sociétal, il existe aussi. C'est pas la spécialité de la famille. Et donc, à partir d'un moment où c'est dans le familier, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a, la personne est piégée dans le fait que, d'un côté, il y a l'inacceptable de ce qu'elle a vécu, mais que l'inacceptable de ce qu'elle a vécu est disqualifié par le discours normatif. C'est ça qui va construire de manière majoritaire les mondes traumatiques. Et donc, on voit bien qu'à ce moment-là, ce qui se joue, c'est l'appartenance contre le singulier, contre la singularité de la personne. Et à ce moment-là, la personne, elle est piégée là-dedans. Pour moi, il y a les deux pièges. Il y a le piège que tu viens de décrire, qui est le piège que c'est normatif. Tu dois accepter ça, ça fait partie de ta vie. Et le piège, au contraire, on dit tu dois toujours te sentir comme une victime, Voilà, mais qui est le même phénomène de l'autre côté. exactement. Et tu dois toujours te sentir comme une victime, et en réduisant finalement l'autre toujours à quelqu'un qui n'est que haine, et avec l'impact vécu, je suis moi-même enfermé dans la haine. Voilà. Et à ce moment-là, on peut en arriver à l'extrême, si je caricature, à une société composée que de victimes. Voilà. Et à ce moment-là, tout le monde est victime de quelqu'un. Tout le monde est victime de l'autre. Voilà. Mais c'est évidemment en arrière-plan de pas mal
de processus culturels Tout à fait. actuels. Dans l'intention de conclure notre webinaire, Éric et Julien, aurez-vous un dernier mot? Et peut-être je peux vous proposer cette question qui est: qu'est-ce que vous souhaitez là que les auditeurs puissent qu'est-ce que vous souhaitez partager? Qu'est-ce que vous avez souhaité partager et transmettre d'important selon vous pendant ce webinaire? Peut-être Éric. Vas-y. Oui. Ce que je souhaite partager, c'est que j'ai été très touché par cet échange avec toi, Antoine, sur tes questions et, et- et Julien, car c'est vraiment, me semble-t-il, une question de fond. C'est-à-dire que euh, pour moi, la posture éthique du thérapeute doit être une posture de triangulation qui est la seule possible à permettre justement que s'active le processus de réhumanisation. Humanisation. Et que c'est tout le temps un deal qui, euh, qui n'est pas gagné, puisqu'on est dans un processus de vie et qu'on est dans un processus dynamique. Et que ça nécessite, pour que cette posture puisse être viable pour le thérapeute, que ce soit dans une... Pas que dans une posture de non-savoir, c'est dans une posture de suspension de la question de la morale. De la morale, non. De la représentation. La représentation, qui permettent de rentrer dans être intéressé par comment la personne a pu, qu'est-ce qu'elle a mobilisé comme ressources pour survivre dans cette situation-là, et qu'est-ce qu'il y a, je veux dire, quelle est la... je vais dire un truc un peu. Où est la belle personne qu'elle est? Ouais. Et comment je vais permettre à cette belle personne de se dévoiler et à exister? Ça me paraît. Merci Éric. Ouais. C'est évidemment des choses qui sont en lien avec ce que vient de dire Éric, c'est-à-dire de pouvoir voir cette personne qui est enfermée des fois dans la plainte et dans la souffrance, ou de la voir comme une belle personne. Et se dire quelle est la condition en termes thérapeutiques et en termes de relations qui va permettre ça. Si je fais le lien avec l'éthique, c'est, on pourrait dire, la notion de la liberté est au centre aujourd'hui de l'éthique. Et comment on peut regarder cette personne-là comme une personne libre? Comment on peut l'apercevoir comme une personne libre qui va enrichir notre vie? Et non pas simplement comme quelqu'un qui est enfermé dans une psychopathologie chronique. Et poser des questions, interagir avec l'autre de telle manière qu'il puisse se percevoir comme une belle personne. Évidemment, en retour, on parlait tout à l'heure du rapport entre l'éthique et l'esthétique. Il y a vraiment quelque chose de beau. À ce Voilà. moment-là, on sent qu'il y a quelque chose de beau qui est habité, Et qui active chez nous de l'émerveillement. qui est l'émerveillement. L'éthique, elle amène à l'esthétique de la Voilà. relation. Et il n'y a pas d'éthique pour moi sans esthétique de la relation. On est d'accord? On est bien d'accord. Merci Julien, merci Éric. Pour ma part, c'était un vrai bonheur de participer à cette conversation de passionnés et passionnante. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Pour votre Et écoute. merci en effet pour votre écoute. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour un nouveau webinaire prochainement. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.